Et j'appelle Emmanuel Wall de Paris, qui va nous faire une présentation de l'impact de l'intelligence artificielle sur les ressources humaines. Encore un sujet qui va suggérer et amener pas mal de questions, j'en suis sûr. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Emmanuel Wall du cabinet Alleman Soussan. On va parler de cette thématique, l'IA, mais en relation avec les ressources humaines. Et quel impact, quelle tendance. Alors, pourquoi parler d'intelligence artificielle dans les ressources humaines? Ça va être mon approche. On a déjà évoqué, avec mon confrère Sébastien Fanti, un certain éléments d'ailleurs de cette problématique. Quels sont les outils? Grosso modo, aujourd'hui, quand on parle d'IA avec les ressources humaines, où en est-on? Et les enjeux de cette introduction, plus particulièrement dans le droit du travail français, plus particulièrement par rapport au Code du travail. Et on verra qu'en fait, l'IA est finalement un outil qui vient à l'appui de la législation française, qui, sans trop s'en apercevoir, finalement, a inclus déjà dans les lois de 2004-2005 une notion de prévisibilité. Et donc, du coup, l'IA peut venir un peu nous aider. Alors, très rapidement, ici, dans le contexte de la transformation digitale, et impactée dans le milieu de la ressource des ressources humaines, il faut comprendre ce que l'on entend par intelligence artificielle. Je reprends une définition rapide de Marvin Minsky qui nous dit que la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies par les humains de manière satisfaisante doit être appréhendée justement par un certain nombre d'algorithmes, et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage perceptuel. Et c'est là où il y a au niveau du périmètre de nos RH parfois quelques réticences. Pourquoi? Parce que le domaine des RH, de la gestion des RH, c'est l'intellectuel, c'est la perception, c'est une intuition. Et opposé, bien entendu, à ce que l'on peut concevoir de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut appréhender justement cette intuition? A priori, non. Donc, du coup, il y a parfois finalement une contrariété à parler de l'IA dans le périmètre des ressources humaines. Donc dès lors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment se comporte l'intelligence artificielle dans le marché RH aujourd'hui? Très simplement, au niveau mondial, on s'est aperçu que vous avez quelques grandes sociétés qui ont tenté, je dirais, l'aventure. Il y a eu assez récemment, peut-être l'avez-vous lu, quelques pas en arrière, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans l'IA à grande échelle, notamment dans le recrutement, des grands groupes qui l'ont fait, et se sont aperçus finalement que ça ne répondait pas forcément à des besoins. C'est le propre un petit peu de ces nouvelles technologies, c'est qu'on ne peut pas les appréhender, surtout dans ce milieu où il y a cette intuition, on ne peut pas les appréhender d'une seule manière, qu'il y a plusieurs étapes peut-être à la digestion, pardonnez-moi, de cette technologie. Pour autant, si je regarde le périmètre de l'IA dans les RH, très rapidement, j'en fais une checklist, on voit des applications dans la GPEC, c'est-à-dire la gestion des emplois et des compétences, bien sûr, dans le recrutement, dans la mobilité, j'y reviendrai rapidement, dans la carrière, gestion de la carrière, dans la gestion de la performance, dans la rémunération également de plus en plus, notamment car il y a énormément de tâches répétitives. Et l'IA peut venir ici répondre à énormément d'options, surtout si on regarde la législation française de ce point de vue-là.
L'étude d'engagement également, j'y reviendrai parce que c'est une grande tendance, et l'irréputation. Alors très concrètement, de cette checklist, eh bien, on a des chatbots sur la sélection des candidatures de plus en plus poussés, qui utilisent l'IA pour évaluer plus finement les candidatures, mais surtout, c'est ça l'idée, les candidatures, les compétences, je dirais, c'est des éléments fixes, des données que l'on a dans sa base de données. L'IA ici, les algorithmes prennent en compte surtout, je dirais, la culture de l'entreprise, où il y a des évolutions. Et c'est bien entendu cette équation qu'il est intéressant de mettre au profit de cette chatbot qui, pour en avoir testé certains, commence à être particulièrement pertinent par rapport aux besoins d'entreprises qui peuvent être particulièrement, en tout cas, spécialisées. La sélection des candidatures, bien entendu, et là, il y a un gros travail, on en voit quelques publicités aujourd'hui sur les job boards, bien sûr, qui adaptent un certain type, bien sûr, d'intelligence artificielle. Et là, on est sur la recherche, bien sûr, des offres d'emploi, mais ici, avec, et ça, c'est la troisième approche et la troisième tendance, sur un caractère mobile. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter aussi aux personnes que vous voulez aller recruter. Et notamment dans les dernières statistiques, on s'aperçoit que la candidature et la recherche d'emploi se fait énormément sur les smartphones, les tablettes, etc. Donc il y a toute ici une adaptabilité de l'IA, notamment sur le recrutement prédictif, et donc l'utilisation de modèles qui permettent de prédire de façon la plus fiable possible, avec l'analyse, bien entendu, de la capacité de ces personnes à réussir dans un poste déterminé, et plus encore, en termes de granularité, par rapport à un projet. Et plus spécifiquement, on n'est plus vraisemblablement sur des missions à proprement parler, mais sur des projets. Je prends l'exemple notamment d'Orange, qui a besoin de répondre rapidement sur des appels à projets, des appels d'offres, et qui doit mobiliser au sein d'un projet identifié l'équipe qui va bien. Et elle ne le fait plus sur une territorialité qui serait nos frontières, mais elle le fait bien sûr au niveau du groupe, et donc elle le fait au niveau monde. Et pour cela, effectivement, l'intelligence artificielle est particulièrement adaptée, puisqu'elle permet d'identifier, par rapport aux besoins projets, les éléments nécessaires. Autre tendance, je veux dire un mot, c'est la gamification sur la sélection des candidatures. Et c'est un progrès, en tout cas une évolution. On peut se rendre compte, si vous tapez sur Google recherche de gamification, et vous verrez que directement, vous pouvez rentrer sur un certain nombre d'entreprises qui vous proposent déjà un parcours de candidature, notamment pour des chefs de projet, des codeurs, des développeurs. Vous allez jouer en quelque sorte, et en même temps, quelque part, vous dévoilez un petit peu, à la fois sur vos compétences et sur l'envie que vous avez, plus particulièrement, de vouloir candidater. C'est déjà, en quelque sorte, un scénario assez poussé pour certains d'entre eux, et qui permettent de changer un peu la donne. Et je vous parle là, non pas de tests, mais vous pouvez le faire en temps réel, et vous verrez qu'il y a bien sûr des startups, mais des sociétés plus, je dirais, plus cotées, et c'est vraiment une tendance lourde et qui permet d'appréhender l'intelligence artificielle, me semble-t-il, de manière très efficace par rapport à la gestion des ressources humaines. Donc, je prenais également, dans la sélection des candidatures, le logiciel d'intelligence artificielle Vera. Je parlais tout à l'heure d'expériences qui ont été menées par des grands groupes et qui n'ont pas forcément été, du premier coup, une réussite. Effectivement, cet exemple avec ce type de logiciel
a fait l'objet en tout cas de retour en arrière, parce qu'elle ne correspondait pas finalement même au niveau mondial à ce que recherchait l'établissement. Et on voit donc l'idée ici de devoir adapter ces produits aux évolutions, aux besoins du marché, bien entendu. Autre point, je l'ai déjà dit, mais sur la gestion du personnel, les notions de chatbot et logiciels de gestion des talents, qui aussi sont une tendance extrêmement importante, et une partie croissante de la partie, notamment administrative des RH, comme les réponses à des questions des collaborateurs qui vont pouvoir être prises en compte dans les processus internes des sociétés. Et tout ça, une fois que j'ai fait ce scope sur les tendances, bien sûr, il y a cette notion d'encadrement de ces données, puisque l'intelligence artificielle, bien entendu, va se mêler à une nécessité d'encadrement. Et de là, bien sûr, les problématiques RGPD que vous commencez en tout cas à appréhender, au titre duquel je pourrais faire un focus sur l'article 88 du RGPD, qui met en exergue les données RH. Et on revient un petit peu à cette problématique dans mon introduction, où on touche à l'intuition, aux données finalement personnelles du salarié, qui, pour qu'elles soient compatibles avec les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, devront être appréhendées de manière la plus, je dirais, la plus stricte au niveau, bien sûr, de la sécurité de ces données, au niveau de la transparence de ces données, au niveau du recueil des consentements, etc. Mais je dirais que ici, il n'y a pas forcément de problème nouveau, par exemple, par rapport à la réalité augmentée, par rapport au big data que l'on avait déjà appréhendé dans certaines, en tout cas, problématiques identiques à celles que je vous décris avec l'IA. Donc, oui, une compatibilité 100% avec les besoins RH, avec une nécessité, en tout cas culturelle, de bien faire comprendre au secteur RH qu'il n'y a pas d'antinomie, de contrariété, mais par contre une nécessité d'encadrement sur notamment la protection de ces données, parce que le RGPD nous dit que ce sont des données particulières, en tout cas les font rentrer dans un ensemble qui est spécifique, celle des RH. Il donne d'ailleurs la possibilité à chaque État de prendre des dispositions, je dirais, un petit peu spécifiques. Le RGPD donne la main finalement à chaque État pour pouvoir agencer, donner une flexibilité, parce qu'il y a là une particularité, on l'a bien noté, et une nécessité d'encadrer plus particulièrement, en tout cas, ces données RH dans le cadre de l'IA, dans l'exécution et dans les notions de conditions de travail. Et enfin, je voulais terminer sur on va dire, ce premier cas de jurisprudence pour bien vous faire remarquer que l'IA n'est pas dans une phase, je dirais, d'attente, mais on a déjà une décision, en tout cas du 12 avril 2012, de la Cour de cassation, qui a directement dû traiter d'une problématique et d'une petite problématique de l'IA, d'ailleurs notamment sur l'introduction de la technologie IA, et considérer notamment qu'elle ne nécessitait pas forcément un certain nombre de procédures, car elle ne venait pas impacter de façon fondamentale les conditions de travail en question. Et là, on est d'accord, c'est une appréciation au cas par cas, et on voit bien que ce n'est pas parce qu'on parle d'IA qu'on a une transformation extraordinaire au niveau des conditions de travail. Ça va se faire par petites touches. Et donc, de là, je voulais terminer en disant que finalement, ce qui rapproche l'IA des ressources humaines, c'est cette capacité à voir l'invisible, parce que ça va avancer doucement, par petits pas, mais on est déjà en plein dedans. J'en ai terminé, merci beaucoup.
Merci beaucoup Emmanuel. Je pense que tu vas avoir 2-3 questions, donc je t'invite à rester peut-être encore quelques instants sur scène. Mamadou Sey du Sénégal. Merci Frédéric. Je voulais savoir, cher Emmanuel, quel sera en fait le rôle des ressources humaines si on continue le processus en utilisant par exemple l'IA. J'ai vu que dans votre exposé, vous avez parlé de... pour la sélection, on peut utiliser, je suis tout à fait d'accord, ce qui est un outil d'aide à la décision, l'intelligence artificielle pour, par exemple, sélectionner tel candidat. Nous avons besoin d'un bac plus 5, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu mis la puce à l'oreille dans votre exposé. Vous avez parlé de qualité, défauts et compétences. C'est ça, en fait, le triptyque, ce qu'on recherche. Et est-ce qu'on peut pas ici dire qu'il y a une limite de l'utilisation par rapport à vous? Et quelle sera effectivement, je pense que vous serez peut-être, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, peut-être plus impacté que nous, les avocats, avec l'utilisation de robots. Merci. Ah, c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, il y a un très bon article il n'y a pas très longtemps dans les Échos, un certain McDonald qui, sans être alarmiste, justement sur ces problématiques-là, nous indiquait qu'on est au début d'une profonde révolution de ce point de vue-là. Et en fait, les limites vont être nécessairement celles que vont pouvoir appréhender les équipes RH. C'est-à-dire qu'on est dans une aide à la décision et qu'au bout de la route, il restera nécessairement, d'ailleurs c'est un des points sur lequel a beaucoup travaillé le groupe 29 et la CNIL en particulier, il restera nécessairement une décision humaine. Alors après, il faudra pouvoir éventuellement le démontrer. Si on laisse la main à l'IA et que finalement, statistiquement, on va toujours dans le même sens que l'IA, on pourra remettre en cause un certain nombre de nos décisions. Et en allant plus loin, par contre, inversement, dans notre droit français, on a déjà, sans trop le savoir à l'époque, c'était 2000, 2004, je parle formation tout au long de la vie, je parle de la gestion prévisionnelle des emplois, une nécessité de prévoir. C'est le Code du travail qui nous le demande. Donc, finalement, en adoptant certains outils IA, on apporte la preuve que l'on a mis certains moyens à la prévision. Et on répond aux nécessités, aux obligations du Code du travail et de la loi en général dans ce domaine. Et si on analyse un petit peu plus, on a un certain nombre d'obligations dans le droit du travail qui vont dans ce sens-là. Donc, certes, les limites, ça restera l'humain, et il faudra la structurer, en tout cas le prouver. Merci Emmanuel. D'autres questions ? Vous avez dit que en jugeant les candidats et pour voir combien de temps on va rester dans la société ou dans les projets, ça va passer une utilisation de grand nombre de données. De quelles données on parle? C'est des données du candidat, des autres, de données de quel genre? Je voudrais savoir. Alors, c'est une des problématiques, c'est qu'a priori, ça serait toutes les données disponibles de la personne. Voilà. Alors après, ce n'est pas forcément des données qui vont être ciblées par rapport à sa spécialité. Ça pourrait être ses loisirs, ça pourrait être voilà, des entreprises antérieures, etc., etc. Donc, de là, on a tout un panel possible et qui peuvent être appréhendés. Alors, ça pose d'autres problèmes.
Est-ce que ces données, entre guillemets, elles ont tout le consentement de la personne? Est-ce qu'elles sont utilisables et pertinentes pour le recrutement à proprement parler, etc. Mais les données en question, elles sont, j'allais dire, sans frontières jusque-là. Non, mais la question, c'est la suivante, parce que dans les États-Unis, c'est normal que les données extérieures, comment dire, les données des réseaux sociaux, comme ça, sont utilisées dans les processus de les entreprises. Mais selon la loi en Europe, tout ça doit être transparent. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est transparent avec les candidats qui sont évalués avec cet instrument-là? Tout ça, je dirais, ça fait partie du process. On se doit, selon le Code du travail, d'expliquer, et un petit peu plus avec le RGPD, c'est-à-dire qu'on doit être en mesure d'expliciter de manière compréhensive aux candidats pourquoi on le fait. Donc si on légitime notre process, on devrait pouvoir en tout cas appréhender des données, même au-delà de ce qu'aurait bien voulu nous donner le candidat. C'est ça l'idée. Mais, vous l'avez rappelé, le préalable, c'est une explication préalable du candidat à ce que l'on va faire et comment on va le faire. C'est une obligation. 1121- du Code du travail, etc., etc. Les syndicats sont très, très proches de cet article-là, ce qui est normal. Oui, ça fait beaucoup de choses, arrêter les trains aussi. Oui. Mais bon, c'est un autre Mais pas avec débat. cet article.